Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le premier book haul de ma chaîne. Et oui, c'est vrai que je n'en faisais pas jusque-là, mais je me dis que c'est dommage parce qu'il y a peut-être des gens qui ne regardent pas mes vlogs et qui du coup ça pourrait intéresser. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Vous allez voir que le mois de juillet, donc là oui c'est le book haul du mois de juillet, a été... Oui, la pile est assez haute. Voilà, j'ai acheté beaucoup de livres ce mois de juillet. Je sais pas combien il y en a. Je préfère ne pas compter pour le bien de mon porte-monnaie. Je ne vais pas compter combien il y a de livres. Mais j'ai une bonne excuse, c'est qu'au début du mois, j'ai profité des derniers jours d'ouverture de ma librairie de quartier pour lui commander tout ce que je voulais puisque elle partait en vacances au milieu du mois. Et en fait tout simplement quand elle va revenir au 15 août, moi je partirai quelques jours après. Donc je ne pourrai plus rien lui commander, ce qui fait que j'avoue que j'ai un petit peu craqué. Voilà, j'ai acheté pas mal de petites choses. Puisque oui, pour ceux qui ne me suivent pas en vlog, j'ai une petite librairie de quartier, mais il faut savoir que c'est une toute petite librairie, ce qui fait que elle a très peu d'ouvrages en magasin. Donc je lui commande beaucoup de choses et généralement il y a un délai de une semaine à peu près pour recevoir les livres. Donc ce qui fait que rendez-vous bien compte que là, je ne vais pas voir ma libraire. Je ne la vois plus depuis mi-juillet et je ne la verrai plus jusqu'à mon retour de vacances mi-septembre, enfin début septembre. Ça fait beaucoup de temps sans la voir, elle me manque déjà beaucoup. Là où je tourne cette vidéo, elle me manque, voilà. Bon, vous verrez que malgré sa fermeture, ça m'a pas empêché de passer quelques commandes par-ci par-là. Et pour rien vous cacher, on est au mois d'août. Ça n'empêche pas d'acheter des livres puisque dès demain, je vais aller faire un petit retour à Cultura. Et j'espère que je trouverai pas loin de trouver. Mais bref, ça sera pour le prochain book haul. Donc on va commencer dès maintenant avec les petits bouquins que j'ai achetés en ce mois de juillet. Et on va commencer tout de suite avec ce premier achat. Il s'agit de Lune et de sang de Erin Beauty. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, aux éditions Lumen. C'est un livre dont j'entendais parler pas mal de fois. Enfin, je l'ai vu passer quelques fois sur Instagram et sur YouTube. Et c'est vrai que c'est pas non plus un livre que j'ai vu énormément de fois passer, mais les peu de fois où je l'ai vu passer, c'était des avis plutôt positifs, sauf un, mais comme quoi même les avis négatifs peuvent être très utiles. C'est notamment sur la chaîne de Nina Quill où elle trouvait que c'était trop policier et pas assez de romance. Et dans ce cas-là, je me suis dit, c'est pour moi. Trop d'enquête, peu de romance, c'est totalement pour moi. Comme quoi même les avis négatifs peuvent parfois donner envie d'acheter un bouquin, voilà, parce que c'est pas forcément, enfin on n'a pas tous les mêmes attentes et tout, et quand on connaît bien les attentes d'une personne, on sait que voilà, bref, vous m'avez compris. Les résumés de chez Lumen sont très longs, donc je vous avoue que je l'ai pas en tête, donc je vais vous le lire de ce pas. Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose. Au cœur de la ville de Collis s'élève un immense sanctum en construction depuis des années. Et sur la plus haute de ces flèches se dresse la silhouette de Catherine, jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Lorsque le brillant et énigmatique Simon de Messanos est chargé d'élucider le mystère, Catherine se retrouve entraînée dans une dangereuse spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Grâce aux instincts d'une précision effrayante du jeune homme, expert en matière de folie criminelle, le duo tente de remonter la piste du prédateur. Tout ce temps, la jeune fille doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune... Saïka, vous a fait bouger, je suis désolée. Que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient bien faire d'elle une paria. Mais elle pourrait surtout être la clé de tout. Donc le résumé me parle beaucoup. C'est vrai que tous ces meurtres et tout, cette enquête, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense, mais je n'en suis pas sûre, qu'on aura peut-être une petite romance entre Catherine et ce fameux Simon de Messanos. Je pense, donc une enquête, des pouvoirs liés à la lune, tout ce qui concerne la lune, les étoiles, tout ça, j'adore. Et en plus de ça, cette, comme je vous l'ai dit, enquête avec plusieurs meurtres, etc. Il y a tout pour me plaire, donc j'ai foncé direct quand j'ai lu le résumé, quand j'ai vu les avis. Je pense que je le lirai, enfin je pense que je vais dire ça pour tous les livres, mais j'espère que je vais le lire assez rapidement parce que le résumé me plaît beaucoup. Et pour info, est-ce que j'ai le prix? Oui, il m'a coûté 17 € et la couverture est en soft touch et franchement elle est trop jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve magnifique. Je me suis également procuré le tome 2 de la saga Serpent and Dove, donc là il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mallory aux éditions de Saxus. Malheureusement, alors que pourtant j'adore les éditions Toc Toc Toc, j'adore les éditions reliées, mais j'ai malheureusement découvert cette saga trop tard, ce qui fait que... alors il me semble que le tome
3 et le tome 2, on peut encore les trouver en édition Toc Toc Toc, sauf que je m'étais procuré le tome 1, il me semble le mois précédent ou celui d'avant, et il n'existait plus en relié. Et étant donné que je suis une grosse toquée des bibliothèques, j'aime bien que toutes mes sagas soient dans la même édition, ce qui fait que tant pis, j'ai pris les paperbacks, c'est pas grave. Ça fait du mal à mon âme de collectionneuse, mais ça fait beaucoup de bien à mon porte-monnaie. Je ne vais pas vous faire de résumé de ce tome 2 puisque c'est un tome 2 et j'ai pas envie de vous spoiler. En revanche, je peux vous résumer le tome 1 que j'ai lu et que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié, mais je vous en parlerai dans un update lecture. À l'intérieur de ce livre, nous allons suivre Louise, qui est une sorcière qui se réfugie, qui a fui son clan il y a maintenant 2 ans et s'est réfugiée dans la petite ville de Césarine où en fait elle cache sa magie, puisqu'il faut savoir que dans ce monde les sorcières sont très mal vues, elles sont c'est vraiment l'ennemi, il y a une vraie guerre entre les sorcières et les humains, et donc elle se cache de sa magie, elle ne veut plus entendre parler de sorcières, elle veut vraiment vivre comme tout le monde, comme un être humain, et donc pour survivre elle va effectuer beaucoup de vols, elle va notamment s'associer avec une autre sorcière qu'elle a rencontrée dans la ville, et toutes les deux voilà, elles vont un peu survivre, plus survivre que vivre en faisant pas mal de vols, en faisant pas mal de petits coups bas. Et pendant un de ces coups bas, l'histoire va mal tourner et elle va faire la rencontre de Red qui est un chasseur. Il faut savoir que dans cet univers-là, l'église contrôle, on va dire contrôle un petit peu la ville, et il y a un roi, mais l'église contrôle la ville, et surtout la mission des gens qui travaillent pour l'église, c'est d'éliminer les sorcières, pardon. Et justement Red est chasseur, et au cours d'un cambriolage que va effectuer Louise, qui va mal tourner, elle va faire sa rencontre, et dans des circonstances plutôt farfelues, ils vont être amenés à se marier pour leur bien à tous les deux. Je vous avoue que ce petit détail là, quand je l'ai lu sur la couverture, j'étais là, comment est-ce qu'un chasseur et une sorcière vont faire pour... comment est-ce que l'autrice va amener cette situation? Je vous avoue que c'est quelque chose qui me rebutait un peu. Je me disais, ça va être totalement tiré par les cheveux, ça va être très bizarre. Mais en fait, il se trouve que finalement, c'est tiré par les cheveux, mais ça passe crème dans le livre. Donc si ce détail vous inquiète ou quoi, ok, franchement c'est plutôt bien amené. Mais donc ils vont être amenés à se marier pour leur bien à tous les deux, et évidemment vous vous doutez bien, un chasseur de sorcières, une sorcière, bien sûr lui ne sait pas du tout qu'elle est une sorcière, donc ça fait un petit peu enemies to lover comme vous pouvez vous en douter, et finalement ils vont devoir se réunir pour affronter quelque chose en commun. Bref, c'est le premier tome qui m'a beaucoup plu, je vous en parlerai plus en détail en update lecture puisque je l'ai lu le mois précédent, mais en tout cas je suis fan de cette saga. Et pareil, j'ai pas l'impression, après je suis peut-être pas les bonnes personnes qui en ont beaucoup parlé, mais en tout cas dans les personnes que je suis, j'en ai pas non plus entendu énormément parler, ce qui est très dommage parce que cette saga elle est vraiment trop bien. Vraiment, si vous êtes fan de l'univers sorcière, je vous la recommande à 2000%. Sorcière, magie, tout ça, c'est trop bien. Je me suis pris ce livre-ci, donc The Kiss of the Deception de Mary E. Pearson. C'est le tome 1. Il faut savoir que dans ma palle, j'ai Dance of the Eve, c'est ça, oui il me semble, que j'ai depuis un moment dans ma palle, et puis j'avais découvert qu'il fallait lire ce livre-ci. Il me semble qu'il y a un tome 2 également, enfin il fallait lire cette saga, cette duologie, je ne sais plus combien il y a de tomes avant Dance of the Eve, donc je me suis empressée de prendre ce livre-ci pour pouvoir lire par la suite ce livre qui dort dans ma palle depuis un petit moment. Et donc je vous l'ai dit, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse, et j'ai entendu pareil que des bons échos sur ce livre. À l'intérieur, on va suivre la princesse Lia, qui est la première fille de la maison Morrigan et qui est promise au prince d'Albrec, un jeune homme qu'elle n'a jamais rencontré, et c'est une union qui est assez cruciale pour son royaume, mais c'est une union dont Lia ne veut absolument pas puisqu'elle n'a jamais rencontré cet homme. Elle souhaite un mariage d'amour, elle n'a pas du tout envie de cette union forcée, et donc du coup pour échapper à ce destin, elle décide de s'enfuir le matin de ses noces et de partir en fait à l'autre bout du royaume où personne ne pourrait la reconnaître. Mais malheureusement elle pense être assez tranquille et être assez loin des intrigues de la cour, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que le prince en question, donc c'est le prince d'Albrec, a décidé de partir à sa recherche. Mais pas seulement, il y a le prince qui est parti à sa recherche, mais il y a également un assassin qui la recherche également et qui a pour but de la tuer. Et donc du coup on va suivre ces trois personnages, sauf que si j'ai bien compris, donc en tout cas dans ce premier tome on suit les points de vue des deux messieurs, mais on ne sait pas qui est l'assassin, qui est le prince, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc peut-être triangle amoureux, je ne sais pas, mais bon, il y a de la romance là-dedans, il me semble que c'est dit comme une romantaisie.
Et je pense que du coup il y a cette traque de cette princesse qui va sûrement vivre des aventures parce que j'imagine qu'elle est habituée à un certain luxe et là elle se retrouve en cavale. Donc on va la suivre elle dans sa fuite et puis je pense qu'il doit aussi avoir pas mal d'intrigues de cours etc. Donc je pense que ce roman s'annonce très très chouette et comme je vous l'ai dit, je n'en ai vu que des bons avis donc j'ai hâte de le lire. En plus il est pas très épais hein, il me semble. Il fait quand même il fait 470 pages. Ça, un petit peu quand même, mais franchement, ça va, ça passe. Pareil, une duologie alors une duologie, en tout cas pour l'instant, il y a 2 tomes parus. Vous voyez, je ne me renseigne pas trop visiblement, hein, mais il me semble qu'il n'y a que 2 tomes. Il me semble que c'est une duologie, peut-être qu'un 3e tome est à paraître, je ne sais pas. Et donc, il s'agit de La princesse sans visage de Aziel Hall, le 1er tome, Le royaume des immortels, et ses éditions Slalom. Pareil, c'est un livre que j'ai vu pas mal passer et qui me faisait très très envie. Je vais vous lire le résumé pour celui-ci. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est la candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est prise de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde de Sides, la noblesse de Faye, au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Franchement, ce résumé me hype de fou. Déjà, ce fait qu'elle doit obligatoirement porter un visage, sinon les personnes sont prises de folie meurtrière ou suicidaire. Je trouve ce petit détail génial. Plus, il est question de cours de l'automne, Alka, ma saison préférée, de manoir, tout ça. Enfin bref, trop bien. Et plus, je pense aussi plein de petites manigances à la cour pour qu'une de ces 7 femmes veuille aller sur le trône, parce que j'imagine, alors Ivy visiblement c'est pas trop son cas, mais j'imagine que toutes les autres ont très envie elles de monter sur le trône, donc les petites guéguerres, tout ça. J'ai hâte de lire ça. Et franchement en plus pas cher, il est à 16,95€ comparé à certains autres livres que je peux vous présenter. 16,95€, franchement c'est donné. Et en plus, mais regardez-moi cette couverture avec cette surbrillance, il est juste magnifique. On continue avec les suites de saga puisque je me suis pris The Guild Cage de Lynette Noni qui est le tome 2 de The Prison Healer. Ce Prison Healer que j'ai lu le mois précédent, pareil je vous en parlerai en update lecture, mais je l'ai adoré. C'était aux auditions, oui bien sûr, aux éditions, c'est Hachette, oui c'est ça, Hachette, et donc je ne vais pas vous faire le résumé de ce tome 2 pareil. En revanche je peux vous parler du tome 1. Dans le tome 1 on va suivre Kiva qui est enfermée à la prison de Zladinov. C'est ça, à la prison de Zladinov depuis ses 8 ans. Elle a été emmenée là avec son papa. Quand elle avait 8 ans, son papa est malheureusement décédé dans cette prison. Il faut savoir que cette prison, c'est pas une prison basique, c'est une prison dont on ne sort pas. Une fois qu'on y est, on y meurt, que ce soit prématurément à cause des tâches qu'on doit accomplir dans cette prison-ci, ou on y meurt de vieillesse, mais vraiment c'est pas une prison d'où on sort, on va exercer, on va exécuter une peine de 1 ou 2 ans et ensuite c'est la liberté. Non, on y reste à vie et les conditions de détention sont très dures. C'est vraiment connu comme un enfer en fait sur Terre, cette prison. Et il se trouve que Kiva, elle, a la chance d'avoir, grâce à son père, avoir appris le métier de guérisseuse, ce qui fait qu'elle a été promue au poste de guérisseuse de la prison, ce qui l'arrange beaucoup parce que on va dire c'est un poste où elle est assez tranquille, où elle n'exerce pas non plus de tâches assez ingrates comme par exemple aller creuser des tunnels etc. Donc elle est plutôt à l'abri à ce niveau là et puis malheureusement ça la met à l'abri, mais forcément comme elle a un poste assez privilégié elle n'est pas très appréciée dans la prison, mais par contre elle a un acolyte, un jeune garçon, et vous verrez si vous le lisez, qui est très attachant. Et donc elle est là dans cette prison. Alors elle lui arrive quand elle a 8 ans, et là il me semble qu'elle a, enfin elle est plus âgée, elle a 18-17 ans, quelque chose comme ça au moment où on la rejoint. Et donc elle a survécu jusque là, mais c'est aussi grâce à des mots que sa famille arrive à lui faire parvenir, où il n'arrête pas de lui dire qu'ils arrivent, de pas s'inquiéter, qu'ils vont venir la libérer. Et donc elle attend et ces mots lui donnent grandement espoir jusqu'au jour où dans son infirmerie va arriver une jeune femme et ses parents vont lui dire ne la laisse pas mourir. Nous arrivons. Cette jeune femme, il s'agit de la princesse rebelle qui était recherchée depuis des années et donc qui va à une mission du coup de ne pas la laisser mourir afin que ses parents viennent la délivrer, elle et la princesse rebelle.
C'était génial, franchement pareil, je vous en parlerai en update lecture, j'espère que ce résumé vous a donné envie parce que vraiment, je vous assure que c'est une pépite, mais je vous en dirai plus dans mon update lecture. En tout cas, franchement, d'ores et déjà, je peux vous dire, foncez, c'est génial. Alors je m'excuse si le cadrage a légèrement bougé, mais j'ai reçu un petit coup de fil entre deux prises, donc du coup j'espère que ça ne vous dérangera pas et que je n'ai pas trop bougé. Mais donc du coup je vous présente le seul et unique Toc 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 et seul unique relié édition collector que j'ai acquis le mois précédent, puisqu'il s'agit des Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran, et l'objet livre est juste somptueux. Je pense que vous l'avez vu et revu avec ce jaspa juste magnifique, mais il est somptueux, vraiment les éditions Sabran ont fait un travail dessus juste superbe, et en plus parce qu'il n'est pas que beau, il est aussi également très très bien puisque je l'ai lu le mois précédent. Il s'agit d'une réécriture de Peter Pan. Alors si vous vous attendez, si par exemple comme moi vous êtes fan des réécritures dans les Twisted Tales de chez Hachette Heroes par exemple, ne vous attendez pas du tout à ça, c'est vraiment pas le cas. Ici on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre avec une part vraiment de thriller et tout. Alors moi personnellement j'adore, mais c'est clair que si vous vous attendez à avoir une petite réécriture, je vais y arriver, de contes un peu feel good, un peu sympathique comme chez Hachette Heroes, c'est pas le cas ici. Alors c'est très sympathique aussi, je vais beaucoup aimer, mais c'est pas le cas ici. Alors en fait on va suivre Wendy qui a 18 ans il me semble, elle vient tout juste d'avoir 18 ans et elle a disparu avec ses frères 5 années auparavant et elle a réapparu seule au milieu des forêts, mais on ne sait pas où sont ses frères, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas s'ils sont encore vivants, on ne sait rien du tout. Et quand on va la retrouver comme ça en plein milieu des bois, elle va être en espèce de gros stress post-traumatique. D'ailleurs c'est un sujet qui est, je trouve, très bien traité à l'intérieur de ce livre, et elle ne se rappelle plus du tout de ce qui s'est passé pendant les mois où elle a disparu avec ses frères. Mais donc du coup elle va essayer de se reconstruire durant ces 5 années, elle reste quand même, il y a quand même encore, on voit dans sa manière d'être qu'elle a encore un gros stress post-traumatique, mais elle va essayer de se reconstruire jusqu'à ce que 5 ans plus tard, 5 ans après sa disparition, d'autres enfants vont commencer à disparaître, et donc forcément ça va raviver en elle un espèce de stress. Elle va se demander si c'est lié à sa propre disparition ainsi qu'à celle de ses frères, et en rentrant chez elle, elle va heurter quelqu'un sur le bord de la route en plein milieu de la forêt. Quand elle va descendre, ça sera un garçon qui lui dit quelque chose, mais elle ne sait pas trop où elle l'a déjà vu, elle n'a pas l'impression de le connaître, mais il lui dit quand même quelque chose, et ce petit garçon s'appellera Peter. Enfin je dis petit garçon, mais il a l'apparence de quelqu'un de plus jeune qu'elle, mais c'est pas non plus un petit gosse de 8 ans quoi. Et donc voilà un peu le speech de ce livre, et franchement c'est vraiment un mélange de réécriture de contes, de thriller, assez sombre quand même, je tiens à le préciser, et j'ai vraiment adoré. Donc si tout ça vous parle, je vous conseille à 2000%. Et je tiens à préciser, je ne suis pas non plus une spéciale grande fan du Disney de Peter Pan, et pourtant ça m'a quand même beaucoup plu. Donc même si Peter Pan n'est pas votre Disney favori, je vous recommande quand même parce que c'était vraiment très chouette. Le mois précédent j'ai lu La Fille du Roi Pirate de Tricia Levenseller, et j'ai vraiment adoré. Donc en attendant la parution du tome 2 de La Fille du Roi Pirate qui, il me semble, paraîtra en septembre, je me suis dit que j'avais vraiment envie de continuer à découvrir l'autrice puisque j'avais beaucoup aimé, et donc j'ai décidé de me prendre La Reine des Ombres aux éditions, c'est Hugo Stardust, oui c'est ça. Et donc je vais vous lire le résumé puisque je ne l'ai plus en tête. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône, et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Donc pareil, on a cette histoire un peu de roi des ombres qui manipule les ombres, un truc un peu noir et tout, et de cette fille qui est prête à tout pour prendre le pouvoir, à se battre et tout. J'espère qu'on aura une personnage, comment elle s'appelle déjà, je ne trouve plus ce nom, que Alessandra sera tout aussi badass que le personnage qui était dans La Fille du Roi Pirate, parce que j'avais adoré. Et donc franchement ce livre, je l'ai pas vu non plus pareil des masses passées, ou alors on en a parlé à sa sortie, je ne sais pas quand est-ce qu'il est paru ce bouquin. Quand est-ce parce que j'ai pas vu trop de résumés. Il est paru en 2020. Ouais, pourtant j'en ai pas entendu parler des masses, mais j'espère que je vais aimer l'histoire tout autant que j'ai aimé La Fille du Roi Pirate parce que ce résumé me donne très envie.
Pour les 2 derniers livres, on va changer totalement de registre. Là pour l'instant on était plutôt dans de la fantasy et là on va aller dans un autre style que j'aime aussi énormément. Et donc là je vais vous parler de Le Manoir de Rose de Tracy Lewis. Et il faut savoir que cette autrice, je la vois passer depuis assez longtemps. Ce livre est depuis assez longtemps dans ma wishlist et là j'ai enfin sauté le pas. Mais c'est un genre, voilà, roman, tout ce qui est roman historique où on est dans des manoirs, dans des châteaux, tout ça, un peu à la Villa aux Étoffes. J'adore, 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 j'adore. Donc j'ai fini par me le prendre en grand format. Sachez qu'il existe également en poche. Moi je me le suis pris chez Charleston. Il coûte 22,50 €, mais si jamais vous n'avez pas envie de mettre 22,50 € dans un livre, ce que je peux tout à fait comprendre, sachez qu'il existe aussi en poche et donc voilà, vous pouvez vous procurer pour moindre coût que 22,50 € parce qu'on est d'accord que c'est pas donné. Je vais vous lire le résumé parce que pareil, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai quitté dans ma wishlist. Là, j'ai sauté le pas juste avant que ma libraire parte en vacances parce que je trouvais que, comme vous avez pu le voir, j'ai pas acheté beaucoup de sagas historiques comme ça ce mois-ci. Donc du coup, je vais vous lire le résumé. 1895 Londres. Dame de compagnie d'Abigail Finch, pour Mabsale, habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et sœurs, un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Elle aura sa propre chambre, des repas réguliers et un salaire qui dépasse l'entendement. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant, dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie et de rumeurs de scandales qui auraient forcé les Finch à quitter Durham précipitamment. Peu à peu, elle se prend d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lie d'amitié avec Olive Wistelen, une jeune bourgeoise du voisinage éprise de liberté. Jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur. Une splendide célébration de la sororité, de l'espoir, portée par une magnifique galerie de personnages. Et donc fatalement, moi en fait tout ce qui se passe dans les manoirs comme ça, là on va suivre en plus une domestique, donc généralement les domestiques ils sont au courant de tout, même peut-être plus que certains habitants de la maison. Plus effectivement, comme on voit, ça va être une histoire entre plusieurs femmes, donc de la sororité, tout ça, à cette époque-là, et en plus Londres en 1895, ça ne peut que me plaire, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je pense que il va venir avec moi, je pense, pendant mes vacances, parce que j'en ai, genre l'été, c'est juste parfait ce genre de roman. Et pour finir, je me suis pris le tome 2 des héritières de Love and Of 2, c'est Corinna Boham. Là, c'est les secrets de Mathilda, donc il s'agit du tome 2 aux éditions Charleston. Pareil, les héritières de Love and Of, c'était une saga qui me faisait envie de vraiment depuis un moment. Mais pareil, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Là, ce tome-là, je l'ai payé 23,50 €. Je ne saurais plus vous dire s'ils sont parus en poche, mais il ne me semble pas. Et j'avais adoré le tome 1 que j'ai lu, il me semble c'était au mois de juin, je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment j'avais eu un coup de cœur pour celui-ci, il était juste génial, je l'avais vraiment dégommé alors que c'est des belles bricasses. Hein. Celui-là il fait 700 pages et le tome 2, combien de pages fais-tu mon petit ? Pareil, quasiment, enfin il fait 50 pages de moins, il fait à peu près 650 pages. Mais oui, c'est des bonnes grosses bricasses, mais c'est le genre de saga historique dont je suis fan et donc je les dégomme très rapidement. Dans ce tome 1, on va suivre Agneta qui vient d'une grande famille bourgeoise, mais qu'elle a absolument tout fait pour fuir. Elle ne veut pas en fait être conditionnée comme les femmes bourgeoises, c'est-à-dire faire des mariages qui ne sont pas des mariages par amour. Elle veut pas respecter toutes ces convenances qu'on lui impose. Donc elle décide, il me semble à sa majorité, de partir à Stockholm parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais contrairement au livre de Tracy Rose qui se passe en Angleterre, celui-ci se passe à Stockholm. Et c'est vrai que j'aime bien, du coup on voit un petit peu, ça change un petit peu parce que par exemple les héritières de Lovenhof, non, les héritières de la... 3-4, je vais y arriver. La Villa aux Étoffes, ça se passe en Allemagne. Donc là, c'est vrai que ça change un petit peu puisque ça se passe à Stockholm. Mais donc, elle va décider de fuir à Stockholm. Enfin, de fuir, on va dire... Elle va partir, sa famille sait où elle est, mais on va dire que ils l'ont pas laissée partir de bonne gaieté de cœur, quoi. Elle est un petit peu en froid, même carrément en froid, notamment avec surtout sa mère, vraiment. Et donc elle va décider de partir à Stockholm et de réaliser son rêve et d'intégrer les beaux-arts. Et donc elle aura sa petite vie, alors certes beaucoup plus modeste que celle que pouvaient lui offrir ses parents, mais ça lui convient très bien. Elle a aussi également un conjoint là-bas qu'elle a rencontré voilà, pendant sa vie d'étudiante, et donc elle mène une vie d'étudiante qui lui convient parfaitement jusqu'à un jour où elle va avoir un télégramme un beau matin qui va lui annoncer malheureusement un drame qui s'est passé à la villa, un drame qui concerne son frère ainsi que son père, et donc elle va être contrainte de revenir à Lovenhof et elle va devoir prendre
malgré elle les rênes de la maison. Donc tout ce qu'elle a fui, elle est obligée de retourner et de prendre les rênes de la ville. C'est une villa, est-ce qu'on peut dire une villa? Enfin du domaine plutôt, alors que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Et donc du coup on va la suivre dans cette nouvelle vie, cette vie qu'elle avait fui, et on va voir voilà si elle arrive à s'y faire, comment elle va évoluer dans cet avenir qui est totalement incertain pour elle. Et c'était génialissime, vraiment j'ai adoré ce roman. La plume de l'autrice est vraiment super, les personnages sont super bien développés et vraiment je vous recommande à 2000%. Pour moi, si vous avez aimé La Villa aux Étoffes, si vous avez aimé La Cuisinière de Castamar aussi que j'ai adoré, dont vous avez parlé, ça vous plaira forcément. Et voilà pour ce book haul, il est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal craqué mon slip ce mois-ci. Alors c'était pas très équilibré, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de fantasy et assez peu de romans historiques, ou même j'ai acheté 0 cozy mystery. Mais bon, c'est vrai que l'été je suis plus à fond dans tout ce qui est fantasy. Je suis vraiment à fond fantasy et un petit peu de saga historique, alors que par exemple pour l'automne je vais plutôt aller vers des livres, tout ce qui est saga, pareil, saga familiale, saga historique, cozy mystery, etc. C'est vrai que l'été je suis plus à fond dans la fantasy que les autres mois de l'année, donc du coup mes achats reflètent mes envies. En tout cas j'espère que ça vous a plu et que ce format, ce nouveau format que je vous proposerai du coup dorénavant, si ça vous plaît, tous les mois vous plaira. En tout cas moi j'ai adoré tourner tout ça, je vais aller m'empresser de le monter pour que vous les ayez quand je serai en vacances. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve, alors je pense que ce sera après cette vidéo, du coup on se retrouve très prochainement pour mon update lecture du mois de juillet. Et vous allez voir que j'ai pas acheté tout autant que j'ai lu, enfin j'ai pas lu plutôt tout autant que j'ai acheté de livres, mais j'ai quand même pas mal lu et il y a de belles pépites qui vont se trouver dans cette update lecture. Donc je vous retrouve très prochainement pour ça. Et écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Et nous on se dit à très bientôt.